Alors, monsieur le délégué interministériel, Sidi, monsieur le directeur, monsieur le président, mesdames, messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce grand amphithéâtre du Collège des Bernardins, un lieu dédié au dialogue intellectuel et spirituel au cœur de la cité. Cette mission du Collège qui allie connaissance et foi sera une source d'inspiration féconde tout au long de cette journée qui promet d'être exceptionnelle. En effet, alors que les scouts musulmans de France célèbrent aujourd'hui leur 25e anniversaire, nous faisons le choix de mettre en perspective le dialogue intellectuel, la spiritualité et la citoyenneté pour reformuler de manière contemporaine la promesse que ce mouvement éducatif offre à la jeunesse, aux familles et à la société française. La concomitance de cet anniversaire avec la commémoration des événements douloureux qui ont endeuillé la communauté nationale l'an passé donne une opportunité singulière aux fondateurs et aux membres des Scouts musulmans de France pour promouvoir un projet éducatif qui répond aux besoins et aux attentes des jeunes musulmans et de leurs familles, et proposer ainsi un acte de refondation qui a besoin de votre soutien. Soyez remerciés d'être aussi nombreuses et nombreux ce matin. Je suis très heureux pour ma part d'être le modérateur de cette journée, non seulement parce que je retrouve des amis issus du scoutisme, du guidisme et des mouvements d'éducation populaire, mais aussi parce que parmi les choses qui m'importent aujourd'hui, il y a les jeunes musulmans. Je désire fortement qu'ils soient des acteurs engagés de la communauté de destin que nous appelons République. C'est la raison de mon engagement temporaire pour les Scouts musulmans de France. Aujourd'hui, cette communauté de destin a un grand besoin de fraternité. Tel qu'il a été conçu par Baden-Powell, le scoutisme est une école de fraternité et de citoyenneté. Il a donc toutes les chances de répondre aux défis de l'actualité. Accompagnés par toutes celles et ceux qui vont se succéder à cette table aujourd'hui, nous allons penser à cette jeunesse, à sachant qu'elle n'est pas un problème, mais une ressource pleine d'espérance. Je vous souhaite une belle journée. Je passe à présent la parole à monsieur Hubert Duménil, directeur du Collège des Bernardins, qui nous accueille en ayant tout fait pour que cette journée ait lieu dans ce lieu si symbolique. Je vous accueille volontiers et avec beaucoup de joie. Et je voudrais vous dire en quelques mots combien c'est important pour nous, combien c'est heureux pour nous que vous ayez souhaité fêter cet anniversaire et vivre cette journée dans nos murs. Donc je salue toutes les personnes présentes et d'abord bien sûr les responsables du mouvement scout, quelle que soit leur couleur, mais plus particulièrement les Verts, puisque c'est eux qui sont à l'honneur aujourd'hui, et tous leurs amis qui sont venus les entourer pour cet événement. Bien sûr, les représentants du gouvernement, du Parlement, de la ville et de toutes les associations qui vous entourent. Donc le Collège des Bernardins, qui vous accueille aujourd'hui, vous avez vu, vous le connaissiez peut-être déjà, qu'il est beau. Et au fond, nous avons la chance, nous qui avons cette responsabilité de le faire vivre ou de le faire revivre aujourd'hui, de proposer à tous ceux qui y viennent et tous ceux qui y pénètrent, d'abord de se laisser porter par le lieu. Ce lieu, il a une histoire, mais si on la résume en un mot, il est le fruit d'une intelligence de l'homme qui s'est manifestée il y a très longtemps, puisque c'était le XIIIe siècle, et qui s'est renouvelée il y a quelques années. Il y a très longtemps, au XIIIe siècle, au moment où il s'est passé à Paris, mais plus largement en Europe, une éclosion extraordinaire de la pensée, avec ce rayonnement intellectuel, culturel, spirituel, une sorte de réveil de notre pays qui avait connu pendant un bon nombre d'années une certaine, on va dire, léthargie culturelle. C'est l'époque où l'intelligence et la culture étaient réservées à des lieux fermés, des monastères isolés dans la campagne, protégés du monde, où les jeunes moines apprenaient de leurs anciens les bases de la théologie minimale pour vivre leur vie de moine. Et puis il s'est passé à cette époque que quelques esprits éclairés ont pensé que le monde, la culture, ne pouvait pas se contenter d'être une sorte de domaine réservé à quelques initiés,
et la pensée s'est épanouie comme une fleur qui s'ouvre au moment du printemps. Et elle s'est épanouie tout particulièrement ici, dans ce quartier latin, puisque en quelques années, on a vu la cathédrale Notre-Dame se construire, on a vu la Sainte-Chapelle, on a vu la création de la Sorbonne, la création de l'université, et ces fameux premiers collèges dans lesquels quelques ordres ont pensé que, loin de protéger les jeunes moines dans des lieux isolés de la campagne, il fallait les envoyer en ville, dans cette ville en pleine explosion qui s'appelait Paris, pour s'initier à la connaissance, s'initier à la culture, et pas uniquement à la connaissance des textes sacrés, pas uniquement à la théologie telle qu'elle était reproduite déjà depuis plusieurs siècles, mais plus largement aux disciplines, à toutes les disciplines de la connaissance, et en particulier, et y compris, à ces disciplines qui avaient été mises en veilleuse depuis l'époque grecque. C'est l'époque où le rationalisme d'Aristote a rencontré la théologie des pères de l'Église. C'est l'époque où cette pensée grecque a pénétré ou recommencé à pénétrer les esprits de l'Europe, en particulier parce que transmis par les penseurs du monde arabe. N'oublions pas ce qui a été donc à notre origine. Et c'est dans ce collège donc que les jeunes moines cisterciens ont été envoyés pour s'initier à cette connaissance et à ces disciplines, de même que pas loin d'ici, les franciscains, les dominicains et d'autres encore ont fait la même chose. Et tous ces collèges-là, avec l'Université de Paris, étaient réunis, rassemblés dans ce quartier latin. Belle histoire que celle de ce collège, dont bien sûr l'architecture a été marquée par l'art cistercien, mais qui a été déjà, dès le départ, ce lieu de la pensée, ce lieu du dialogue, ce lieu de la réflexion. Plusieurs siècles donc ont vu se développer et s'épanouir ces différents collèges dans ce quartier latin. Il y a eu, après la Révolution, ensuite une longue période pendant laquelle ce bâtiment a été confié à la ville de Paris, j'allais dire qui a cherché à s'en servir, sans jamais trouver une très bonne solution parce qu'il n'avait pas été fait pour ça, ni pour être un entrepôt pour les archives de la ville, ni pour être un entrepôt de sel, ni pour être une prison, ni pour être même une caserne de pompiers, ce qui a été sa dernière vocation pendant un certain nombre d'années, où j'imaginais comme les manœuvres des véhicules rouges étaient difficiles au milieu des piliers de la nef. Heureusement, nos amis pompiers ne les ont pas trop cassés. Mais au bout de quelques années, les pompiers ont dit au maire de Paris, écoutez, ça va bien, il vaudrait mieux qu'on s'installe dans un bâtiment davantage fait pour nous, et ils sont partis. Alors la ville de Paris s'est demandé ce qu'elle pouvait faire de ce bâtiment magnifique, mais en très mauvais état. Et la ville de Paris a rencontré un homme qui était l'archevêque de Paris, qui, ayant fréquenté le quartier, étant passé un certain nombre de fois rue de Poissy et rue des Bernardins, voyant ce bâtiment en très mauvais état, connaissant l'histoire du quartier latin et l'histoire de ce bâtiment, a eu l'intuition qu'il pouvait connaître une nouvelle vie. Et accompagné de quelques personnes de très grande qualité, en particulier de l'architecte Villemotte, auquel je voudrais à nouveau rendre hommage, il a su redonner vie à ce bâtiment. Avec d'une part une réussite architecturale et technique magnifique, puisqu'au fond on a associé les pierres d'origine qui ont retrouvé leur éclat et leur beauté. Et à cette beauté d'origine, il a associé la modernité, et en particulier la salle dans laquelle vous êtes là, qui était entièrement repensée, entièrement redessinée avec la toiture, les équipements, la décoration. Donc c'est le résultat de personnes de très grande intelligence qui ont permis d'allier la beauté historique du bâtiment avec sa modernité. Et dans ce lieu donc qui a retrouvé son existence, son aplomb, eh bien, le projet qui a été initié par le cardinal et que nous essayons de faire vivre depuis, c'est d'en faire un lieu, comme ça a été très bien dit déjà par notre animateur, un lieu de vie intellectuelle, culturelle et spirituelle. C'est-à-dire un endroit où tous ceux qui ont un intérêt à observer, à comprendre l'évolution du monde et qui s'inquiètent ou s'intéressent à l'avenir de l'humanité ont envie de se retrouver, ont envie de dialoguer, ont envie de travailler et de réfléchir ensemble. Et ce projet se concrétise par trois grandes activités. La formation, parce que nous pensons qu'il faut d'abord être formé pour avoir des bases dans son intériorité, des bases notamment de compréhension de l'histoire des religions, l'Institut des sciences religieuses, de compréhension du chemin de la foi, de la recherche de Dieu, de la transcendance humaine, c'est la formation. Nous avons un deuxième domaine de travail qui est la recherche des personnes de toute expérience, aussi bien des universitaires que des praticiens, constituent des équipes pluridisciplinaires pour travailler ensemble sur les grandes questions de la société et du monde d'aujourd'hui.
Parmi ces grandes questions de la société du monde d'aujourd'hui, l'une de celles qui ont la plus grande place, c'est l'éducation, évidemment. Et c'est là où nous nous retrouvons aujourd'hui. L'éducation. Il y a aussi l'économie, il y a aussi la santé, la question de la vie, il y a aussi l'évolution politique des sociétés. Bref, les 5 ou 6 grands thèmes qui traversent, parfois qui bousculent nos pays, font l'objet de travaux de recherche dans des équipes. Il y a à peu près 200 chercheurs qui s'y intéressent. Et puis il y a un troisième domaine que je évoque rapidement, qui est le domaine de l'art. Depuis le début, nous pensons que l'art n'est pas quelque chose qui est réservé aux artistes, une sorte de domaine réservé. Nous pensons que l'art est un moyen pour l'homme d'exprimer la vision qu'il a du monde. Et donc, quand l'artiste réalise une œuvre d'art, il dit quelque chose sur le monde et sur l'homme, à sa manière, dans sa vision. Et il propose à ceux qui le regardent d'exprimer cela. Et donc, l'art, notamment dans sa création contemporaine, est une manière de voir le monde moderne à travers le regard, la pensée et le cœur de l'artiste. C'est la raison pour laquelle les activités artistiques et culturelles sont la troisième composante de la vie du collège. Si je résume, pour ne pas être trop long et pour terminer, le projet du collège, au fond, qu'est-ce que nous cherchons à faire et qu'est-ce que nous cherchons à vivre ici? Nous voulons nous appuyer sur 2 grandes approches. La première, ce sont, je l'ai dit, les bases de notre formation théologique, spirituelle et religieuse, pour que nous connaissions et nous respections la dimension transcendante de l'homme. Et l'autre vision, c'est la vision du monde, le monde d'aujourd'hui tel qu'il est. Il faut le comprendre, ce monde. Il faut l'observer, il faut y travailler, avec tous ceux qui sont engagés, tous ceux qui ont une activité professionnelle, associative, politique, pour partager avec eux ce travail qu'il faut faire pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Et quand vous croisez la compréhension du monde d'aujourd'hui avec ce qui constitue votre fort intérieur, alors vous pouvez essayer, avec tous ceux qui le veulent, d'ouvrir des chemins de paix, de tracer quelques chemins de lumière. Et dans ce monde obscur, et encore plus obscur peut-être aujourd'hui, il faut inviter tous ceux qui le veulent et tous ceux qui y croient de se retrouver, de retrousser leurs manches et de travailler ensemble. C'est une question de pensée, c'est une question de parole, c'est une question de cœur. C'est aussi des signes qu'il nous faut poser, des signes pour que nous puissions montrer à l'extérieur qu'il est possible aujourd'hui, dans la diversité de nos opinions et de nos engagements, qu'il est possible de se retrouver pour poser des jalons de paix et de fraternité. Et donc, voilà, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est peut-être tout simplement de poser ce signe à travers le thème de l'éducation qui nous rassemble. Et je salue en particulier tous ceux qui sont engagés dans le monde de l'éducation, tout particulièrement, notamment nos amis d'Apprentis d'Auteuil, parce que c'est un peu grâce à eux que nous nous retrouvons aujourd'hui, puisqu'il se trouve que nous travaillons ensemble et avec d'autres sur ces questions d'éducation, et c'est à l'occasion du lancement d'un projet commun qu'au fond nos amis Scouts musulmans ont dit mais pourquoi pas nous pourrions nous aussi créer un événement. Eh bien cet événement c'est celui qui a lieu aujourd'hui, c'est un signe que nous nous donnons à nous-mêmes, entre nous, mais aussi pour l'extérieur, et notamment à tous les responsables publics, qu'il est possible de travailler un peu ensemble à ouvrir des chemins de paix et d'espérance pour l'avenir. Je vous souhaite à tous un bon anniversaire et j'espère que quand on se retrouvera dans 25 ans pour le cinquantenaire, eh bien nous pourrons dire que pendant ces 50 années, les Scouts musulmans de France ont vraiment travaillé pour l'avenir de nos jeunes. Merci et bon anniversaire. Merci, monsieur le directeur, de nous rappeler la mission des Scouts aussi, qui est des éclaireurs et donc des défricheurs, des pionniers. Je passe la parole maintenant à Abdelhak Sali, qui est le président des Scouts musulmans de France. Merci Richard, merci monsieur le directeur de nous recevoir dans ce magnifique lieu. Madame la sénatrice, monsieur le prince, les directeurs d'associations, les présidents d'associations, les directeurs de la société civile, monsieur le représentant du ministre, Elsa. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de votre soutien, je vous remercie pour tout ça depuis des années, depuis 25 ans, une génération. Et je me suis demandé en fait, qu'est-ce que j'allais dire aujourd'hui? Et je me suis dit, mais pourquoi on est là aujourd'hui? On aurait pu très bien fêter ça entre nous, faire... Et effectivement, cette occasion, lorsqu'on s'est rencontrés, monsieur Duménil, je me suis dit, il faut qu'on saisisse cette occasion pour amener une réflexion. Pourquoi l'éducation populaire existe? Quel est notre rôle? Et j'ai pris mon exemple. Pourquoi je me suis engagé dans le scoutisme, en fait? Et je me suis rendu compte qu'en fait, on a une quête de sens. Quand on est jeune, il y a une quête de sens. Cette quête de sens, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de notre avenir? C'est ce qui va marquer finalement tout l'avenir lorsqu'on est jeune. Comment s'engager? Donc, quand le Cheikh Bentounès a fondé les Scouts musulmans de France, finalement, je me suis engagé là. Je me suis engagé et je me suis rendu compte très vite que ce mouvement de jeunesse
nous amener à grandir, nous aider à grandir, mais pas seulement nous, c'est avec les autres, ensemble. Très vite, quand on a rejoint le scoutisme français, la Fédération du scoutisme français, on a rencontré énormément de monde, énormément de jeunes, énormément de liens qui se sont créés, énormément d'amis que je retrouve ici, des personnes que j'apprécie, tout le travail aussi, je remercie aussi tout le travail de ceux qui ont aidé à la création de ce mouvement scout. Et pour exemple, j'ai très récemment eu une de nos animatrices qui est revenue du Japon. Qui est revenue du Japon avec un bâton de pèlerin, on va dire, un bâton sur lequel est inscrit « Scout musulman de France », offert par les Boy Scouts américains, et elle l'a eu au Japon. Je me suis dit, voilà la jeunesse, comment on peut créer du lien. Il faut aller à l'autre bout du monde pour rencontrer d'autres personnes qui vous offrent finalement un bâton de pèlerin qui vont vous aider. Et aujourd'hui, des événements font que on est de plus en plus sollicité. On a besoin justement que ce vivre ensemble puisse finalement émerger et devenir un véritable faire ensemble. On a vu les événements qui se sont passés en janvier, en novembre dernier. Et là, on se rend compte que ça devient de plus en plus urgent de travailler tous ensemble. Donc, on est là aujourd'hui avec des spécialistes, avec la jeunesse, pour réfléchir comment aider les jeunes dans leur quête de sens. Quelles propositions leur faire? Comment les aider? Si on ne les aide pas, cette quête de sens, ils la feront par eux-mêmes. Ils la feront par eux-mêmes, ils trouveront sur Internet, ils trouveront par des gens qui viendront leur amener une voie toute tracée qu'on connaît. Donc c'est comment ensemble on peut réfléchir justement à créer du sens pour notre jeunesse, toute notre jeunesse. Je vous remercie de votre soutien, je vous remercie de toute l'aide que vous pourrez nous apporter, je vous remercie de tout ce que vous pourrez faire, petit ou grand. Pour tout ça, je vous remercie. Merci, cher Abdelhak, pour cette introduction si personnelle, mais qui nous redit aussi les raisons fondamentales pour lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui. Le scoutisme et le guidisme forment une grande famille. En France, cette famille a une maison solide et fraternelle, la Fédération du scoutisme français. En septembre 1940, dans sa charte constitutive, les fondateurs ont expressément exprimé leur volonté de chercher le vrai, le juste et le bien dans la sincérité de leur cœur. C'est dans cet esprit que nous accueillons Elsa Bounot, présidente de la Fédération du scoutisme français. Elsa, tu as la parole. Bonjour à tous. Ça ne marche pas? Ah si, ça marche. Monsieur le délégué interministériel, messieurs les différents représentants des cultes, monsieur le directeur, monsieur le président, cher Abdel, mesdames et messieurs les responsables associatifs, ce n'est pas à vous que je vais faire un topo historique sur la création du scoutisme, mais peut-être juste un petit rappel sur les motivations de Baden-Powell lorsqu'il a proposé à ces jeunes garçons de différentes classes sociales de se rendre pour 15 jours sur une île au large de l'Angleterre en 1907. Face à des jeunes démunis, souvent en mauvaise santé, tentés par la délinquance, il décide de mettre l'expérience qu'il a apprise à la guerre au service de ces jeunes gens, mais cette fois-ci dans une optique de paix. Et c'est cette idée folle qui aujourd'hui fait du scoutisme la plus grande association de jeunesse dans le monde. On l'a dit, et je pense que ça va revenir régulièrement dans la journée, comment ne pas y voir une certaine ressemblance avec les mots de la jeunesse de France d'aujourd'hui. Elle partage avec ces jeunes du début du XIXe siècle en Angleterre le même avenir incertain, des perspectives qu'on lui rappelle comme ardues, une recherche de sens difficile. Les jeunes sont aujourd'hui promis à grandir et à devoir s'épanouir dans un monde ébranlé par des crises multiples, économiques, sociales, environnementales, et pire encore, celle du lien social, qui fait de l'autre un ennemi potentiel, là où on devrait y voir plutôt une richesse. Toutes les associations du scoutisme français doivent voir leurs effectifs augmenter. Notre énergie est pleinement tournée vers cela.
chacun dans nos associations, mais aussi collectivement dans le scoutisme français, est mobilisé pour faire entendre la fraternité, la force du scoutisme dans sa diversité et dans sa toute particulière laïcité à la française. Pour mettre en œuvre un projet qui permet à chacun de développer dans un subtil équilibre ses compétences personnelles, son rapport aux autres, et laisse une place à la vie spirituelle. Si l'on considère qu'il y a à peu près 5 millions de personnes d'origine musulmane en France, alors on fait aisément le constat que les effectifs des scouts musulmans ne sont pas au rendez-vous. Cette journée, cet anniversaire doivent être un tournant pour la jeunesse de France. Nous avons un impératif à réussir collectivement le développement du scoutisme et en particulier du scoutisme musulman. Et le scoutisme français se tiendra aux côtés des SMF pour que toutes et tous aient la chance de trouver un endroit complémentaire de l'école et de la famille, lui permettant de s'autonomiser, de prendre des responsabilités, de s'émanciper, attention un gros mot, et surtout de s'entendre dire « tu es une chance ». Tu es une chance pour toi, pour les autres, pour la République. Alors pour tous ces enfants et ces jeunes, vous, les responsables associatifs des scouts musulmans, nous, les responsables du scoutisme français, vous, les responsables du culte musulman, vous, monsieur le délégué, et avec vous, tous les parlementaires et le gouvernement, excusez ma familiarité, mais dans le scoutisme, aussi comme dans le militantisme politique, on se tutoie. Alors, sois prêt à te questionner et à te remettre encore et encore en question. Sois prêt à t'aventurer là où tu ne pensais pas aller. Sois prêt à accepter d'être accompagné. Ça, je sais que c'est difficile. Sois prêt à t'exposer, sois prêt à tendre la main pour soutenir tous ces bénévoles qui dépensent sans compter. Sois prêt à déplacer des montagnes. Nous en avons urgemment besoin. Merci Elsa pour ce message fraternel. Celui que nous allons entendre à présent incarne une sagesse reconnue internationalement. Récemment, à l'UNESCO, il réunissait des théologiens et des penseurs du monde musulman qui ont décidé de répondre aux défis de l'islam contemporain. Acteurs du dialogue interreligieux, ces paroles retentiront avec un écho particulier dans cet amphithéâtre des Bernardins. Les scouts musulmans de France ont la chance de l'avoir non seulement comme fondateur, mais surtout comme inspirateur, c'est-à-dire comme celui qui apporte le souffle. J'évoque bien entendu le Cheikh Khaled Ben Tounes. Sidi, nous nous en remettons filialement à vous pour cette adresse inaugurale. Merci beaucoup. Monsieur le délégué, mesdames et messieurs, chers amis, monsieur le directeur de cette bel institut, le Collège des Bernardins qui nous reçoit aujourd'hui, mes amis scouts, de toute la famille scout, merci d'être avec nous pour célébrer ce moment historique, 25 ans. C'est toute une histoire, 25 ans, c'est toute une expérience. Les SMF sont nés le 17 janvier 1991. Nous étions au début de la première guerre de l'Irak. C'était un pari fou. Mais avec une volonté inébranlable et avec l'aide de nos amis, les scouts de France, nous avons pu affronter ce moment et faire en sorte de semer les premières graines de cette voie d'espérance qui était le scoutisme musulman en France pour rejoindre la famille scout catholique, protestante, juive, laïque. Et nous avons pu trouver des personnalités à l'époque qui nous ont témoigné leur amitié et leur parrainage. Et parmi ces personnes, il y a deux personnalités dont je voudrais citer le nom, parce qu'elles sont plus de ce monde. Et c'est Sœur Emmanuelle et l'abbé Pierre. Sœur Emmanuelle
il s'occupait des pauvres au Caire. Et puis l'abbé, vous connaissez tous, c'était un homme, l'abbé Pierre, c'était un des hommes les plus connus en France et les plus admirés de France. Et quand je suis allé le voir pour lui montrer le projet des SMF, il m'a dit, c'est ce projet-là que j'attendais de la part des musulmans de France, qu'ils mettent leurs enfants, tous leurs enfants, avec les autres enfants de la communauté française. Et il nous a aidés et donné son parrainage, donc sa garantie. Ça, c'est le côté historique. 25 ans, c'est une expérience qui nous a permis de voir comment on peut apporter, comment on peut allumer quelque part cette flamme de l'espoir dans le cœur et dans la conscience de nos jeunes. Nous avons tenté de le faire virtuellement à travers l'enseignement qui a été donné, mais aussi physiquement en traversant la France de ville en ville et en portant cette flamme de l'espoir que nous avons fait à l'occasion du 100e anniversaire du scoutisme mondial. Cette flamme a traversé toute la France, cette flamme a traversé tous les pays de la Méditerranée, et l'année dernière seulement, elle a fini son parcours à Berlin, prise par les scouts musulmans allemands et accueillie par le président de la République fédérale allemande. Donc, pour montrer que cette philosophie, cet enseignement, cette pédagogie doit aller de pair sur le plan spirituel, sur le plan éthique, sur le plan des valeurs, s'inscrire dans une perspective où le jeune se sent totalement impliqué dans la vie. Je vous avoue que j'ai écrit un texte, mais ce n'est pas le texte que je suis en train de lire. Le texte, il est tout à fait à côté parce que l'ambiance est autre et je souhaite parler librement. Pour moi, aujourd'hui, la question qui se pose, ces jeunes qui sont notre avenir, ces jeunes qui sont notre espoir pour demain, comment leur transmettre ce flambeau avec lequel ils s'éclairent et s'illuminent au lieu de brûler ou de détruire? Comment leur transmettre cette espérance que l'humain, que la famille humaine est une, que la condition humaine est une même conscience et que chacun de nous y participe comme un atome ou une molécule dans un corps. Nous sommes tous impliqués dans le présent à construire l'avenir. Et cet avenir, il sera ce que, aujourd'hui, nous voulons qu'il soit par rapport à nos investissements. Les faux calculs, les manipulations, les idéologies qui cherchent à manipuler notre jeunesse et à la mettre dans un conditionnement quel qu'il soit, se trompent. Il faut investir dans nos jeunes la totalité des valeurs de la fraternité, de la liberté, de l'égalité, de la solidarité que nous avons hérité de ceux qui ont fait et pétri la pensée, cette pensée à la fois démocratique, cette pensée critique, cette pensée universelle, et de faire en sorte qu'ils deviennent des héritiers de cet héritage
qu'il soit d'Orient ou d'Occident. D'ailleurs, aujourd'hui, que signifie l'Orient? Que signifie l'Occident? Où se trouve l'Orient? Où se trouve l'Occident? Nous sommes imbriqués l'un dans l'autre, et dans cette mondialisation aujourd'hui à outrance, dans cette mondialisation sans frontières, où sont les limites? Et comment voulez-vous que nos jeunes puissent trouver leur place dans un monde en perpétuelle mutation, en transformation? Nous-mêmes, nous sommes désorientés. Comment pouvoir permettre à nos jeunes de trouver leur place et un espoir de pouvoir jouer un rôle dans le monde d'aujourd'hui et de demain? Je ne voudrais pas... J'aurais tellement de choses à dire, mais les choses principales, on va les discuter en table ronde et nous allons rentrer dans les détails. Et je crois qu'il faut qu'on sorte aujourd'hui avec des résultats, parce que nous attendons des résultats et nos jeunes attendent des résultats. Hier, j'étais à Nice, il y avait 20 directeurs d'associations qui attendent avec impatience pour les jeunes qui sont à Nice, comment on pourrait les aider, comment on pourrait apporter une éducation, une pédagogie à ces jeunes qui sont en détresse. Et celui qui est en détresse, il est dans la peur, il est dans la crainte, ou il est dans la violence. Parce que nos jeunes, il y a un manque en eux, un manque d'amour, un manque de fraternité, un manque de considération. Ils rejettent une société qui ne comprenne pas ou qui ne les comprend pas. Comment les réintégrer dans un corps qui leur donne une place et qui leur donne un idéal de vie. Pas dans la stigmatisation, pas dans le déni, pas dans... Non, affirmer que nous sommes et nous demeurons tous unis par la citoyenneté, par ce fil qui réunit tous les citoyens, ce fil invisible peut-être, et ce fil à nous de savoir comment faire en sorte qu'il ne casse pas. Parce que la cassure, la fracture, nous allons la payer cher. Ce qui vient d'arriver en 2015 est un signe pour moi alarmant que des jeunes qui ont grandi dans ce pays, qui n'ont jamais connu autre chose que l'école de ce pays, ou quand je dis ce pays, la France comme l'Europe, puissent arriver à cet extrémisme. C'était impensable. Et si c'est aujourd'hui, que sera demain? Nous avons ouvert une porte d'une puissance qui est à la fois négative, mais qui peut être positive. Cette puissance magnifique peut nous emporter dans un tourbillon dont nous ne savons pas où il peut nous emmener. Mais elle peut aussi nous réveiller, nous éveiller à une prise de conscience générale qui permet de renouer ce corps et de donner à chaque membre de la société le rôle souhaité et de faire de lui qu'il serve la nation, qu'il serve ce corps en servant ses propres intérêts. Merci beaucoup. Merci de nous ouvrir le chemin une fois encore. Monsieur le délégué interministériel, vous représentez ce matin Monsieur le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner, qui est en déplacement à Bordeaux et qui n'a pas pu se joindre à nous, parce qu'une partie de la cohésion nationale se joue sous son autorité. D'une certaine manière, il est aussi le ministre en charge de l'espérance. Nous sommes donc très honorés que vous ayez libéré votre agenda pour venir à notre rencontre et sommes attentifs à ce que vous allez nous dire. Il est ministre de l'Espérance, je ne suis pas directeur de l'Espérance, je suis que directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, mais je vais essayer d'être à la hauteur du mot d'ordre que vous avez lancé. D'abord, Madame la sénatrice, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Directeur, vous dire que je suis heureux et malheureux d'être là ce matin devant vous. Malheureux évidemment parce que le ministre n'est pas là et que vous auriez souhaité naturellement l'entendre. Il vous aurait dit avec beaucoup de force, de conviction et de sincérité toute l'estime qu'il a pour l'action entreprise par les scouts musulmans de France.
Et il aurait du fond du cœur, évidemment, souhaité être ici avec vous. Donc, je suis aussi heureux, naturellement, puisque j'ai le privilège, du coup, d'être devant vous ce matin et de me faire son porte-parole et d'avoir l'opportunité aussi d'écouter des adresses pleines d'espérance que les uns et les autres avaient bien voulu donner ce matin. Les scouts musulmans de France fêtent, on l'a dit, leur 25e anniversaire, et depuis le début, ou quasiment, ils sont reconnus et agréés par le ministère en charge de la jeunesse. Ils détiennent depuis 1992 un agrément de jeunesse et d'éducation populaire qui leur a permis d'intégrer le mouvement plus général du scoutisme en France. Ces scouts musulmans de France représentent une pièce essentielle du PULS, du scoutisme français. Et on est réunis ce matin dans un contexte évidemment qui est tout particulier. Les intervenants successifs l'ont dit et je pense qu'on y reviendra dans la journée. Le 11 janvier dernier, donc lundi, le 11 janvier désormais date symbolique de l'unité de ce pays, unité dans la douleur mais unité aussi dans l'espérance. Le président de la République, donc ce lundi, a adressé ses vœux à la jeunesse. Il a eu des mots, je crois, très forts pour l'ensemble de la jeunesse de France, dans toutes ses composantes. Il a terminé de façon un peu lyrique. Il a dit « Je ne vous souhaite pas une bonne année, simplement, je vous souhaite une belle vie ». Souhaiter une belle vie aussi aux scouts musulmans de France. Mais ce qui m'a frappé, moi, dans ce discours, et qui résonne, je crois, avec beaucoup de force, avec la promesse scout, et celle des musulmans de France en particulier, c'est qu'il a fait le lien entre la politique de la jeunesse et la politique de l'engagement, qui ne sont, de son point de vue, qu'une seule et même politique. Donc il a mis en avant le service civique, la réserve citoyenne, mais évidemment l'engagement associatif en général, qui doit commencer dès le plus jeune âge pour constituer un véritable parcours citoyen. Et c'est ces termes, il me semble que naturellement les mouvements de scoutisme, et les scouts musulmans de France en particulier, ont toute leur place à prendre dans la mise en œuvre de ce parcours citoyen. Alors, force est de constater que les 25 années d'histoire que vous venez de traverser n'ont pas été de tout repos. Elles ont commencé sous des auspices guerrières, puisque vous évoquiez la concomitance entre la création du mouvement et la première guerre d'Irak. Évidemment, ce 25e anniversaire, je le disais à l'instant, coïncide aussi avec le premier anniversaire des événements tragiques qui ont endeuillé notre pays. Donc les enjeux sont immenses. Le colloque et le travail que vous êtes en train d'engager est essentiel. Comprendre quels sont les besoins, comprendre aussi comment une offre éducative porteuse de sens et de valeurs, les valeurs du scoutisme, peut aller à la rencontre de nos concitoyens. Tout ça est extrêmement important. Comment faire connaître un mouvement qui est ouvert, accueillant, ancré dans la République et porteur tout à la fois d'une proposition spirituelle et d'une conception pleinement républicaine de notre société. Vous êtes un maillon essentiel des réponses que nous devons collectivement apporter à nos concitoyens dans un contexte, on l'a dit, particulièrement troublé. Le premier enjeu, le principal pour moi, est celui des adolescents et des jeunes adultes, tout particulièrement celles et ceux qui vivent dans les territoires les plus fragiles. Je pense évidemment aux quartiers de la politique de la ville, mais aussi aux territoires ruraux et périurbains dans lesquels les discours les plus extrêmes aujourd'hui prospèrent. Vous allez ce soir, me dit-on, vivre une expérience très symbolique avec le renouvellement de la promesse scout. Moi, je n'ai pas été scout, mais je sais combien cette promesse est un moment extrêmement fort qui marque une vie entière pour celles et ceux qui progressent dans le scoutisme. La raison pour laquelle donc, le ministre m'a demandé de vous lire les éléments du discours qu'il aurait souhaité vous faire. Donc, je vais en donner lecture. Donc, je vais dire « je », mais évidemment, je parle pour le ministre, à partir de maintenant. C'est toujours un exercice un peu complexe, mais en tout cas, c'est la traduction, je crois, de son souhait d'être quelque part un peu présent avec vous, avec nous ce matin. Mesdames et messieurs, je ne peux malheureusement pas être des vôtres aujourd'hui, comme je l'avais espéré, quand j'accompagne le Premier ministre à Bordeaux. Pour autant, je tenais à vous adresser mes chaleureuses salutations et ces quelques mots d'encouragement. Oui, d'encouragement, car le travail que vous effectuez auprès de la jeunesse musulmane de France est ô combien nécessaire. Une partie de notre jeunesse, vous le savez, est en proie à des discours radicaux, des discours de haine et de rejet de la République. Cette fragilité d'une partie de la jeunesse est un immense défi pour les pouvoirs publics, pour le monde associatif, pour les éducateurs, pour les adultes de manière générale. Votre colloque va vous conduire à vous interroger sur les besoins et les attentes de ces enfants, de ces jeunes et de leurs familles. Il est évident que la réponse éducative proposée par votre mouvement prend une dimension tout à fait importante, alors qu'une partie de notre jeunesse est en quête d'une réponse forte à ces interrogations sur le sens de la vie, la spiritualité, et sur ce qui peut les amener à entrer en relation avec les autres, avec l'autre, dans sa différence. C'est aux adultes de baliser ces réflexions existentielles pour qu'elles restent toujours stimulantes, jamais dangereuses. Je cherche aujourd'hui à mobiliser tous les acteurs pour organiser cette permanence éducative, collectivités, prévention spécialisée, adultes relais, associations de jeunesse et d'éducation populaire.
Les scouts musulmans de France représentent une pièce essentielle du pulse du scoutisme français, du scoutisme en France, et à ce titre, un maillon essentiel de cette chaîne éducative. Avec vous, avec tous ceux qui s'accordent sur les valeurs de la République, nous allons couvrir le territoire à la rencontre des adolescents, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. À cette jeunesse en quête de sens, nous voulons proposer une société de l'engagement. D'abord à l'école, avec l'enseignement moral et civique, puis pour toute une génération, la journée de défense et de citoyenneté, dont je souhaiterais qu'elle puisse devenir une semaine. Enfin, avec le service civique, dont vous avez entendu que le président de la République avait annoncé la généralisation. Dès 2019, une demi-génération, 350 000 jeunes, pourront bénéficier de cette expérience exceptionnelle. À travers la voix du directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, je tenais à vous dire mon attachement à un partenariat fort entre mon ministère et votre mouvement. Vous avez un rôle déterminant à jouer auprès des enfants et des jeunes de notre pays, en les accompagnant tout au long de ce parcours citoyen. Je vous remercie. Voilà, cette session inaugurale prend fin. Nous allons maintenant faire une demi-heure de pause. Nous retrouver ici à 11h pour la première table ronde qui examinera les besoins et les attentes des jeunes musulmans en France. À tout à l'heure.